qu'est-ce que cette idée d'évolution peut avoir de difficile à comprendre, voire même de scandaleux pour certains. Et c'est de cela dont on va ensuite débattre dans une dynamique d'échange. Alors, 150 de quoi? 150 de la parution d'un livre très important en sciences naturelles, qui est L'origine des espèces, de ce naturaliste anglais qui est Charles Darwin. Livre qu'il a fait bien après son voyage de 5 ans sur ce bateau qui s'appelle le Beagle, un voyage qu'il a effectué entre 1831 et 1836, et pendant lequel il a, si vous voulez, collecté pendant 5 ans autour du monde des données de toutes sortes sur le monde naturel. Et puis il y a eu une longue gestation, un long travail de mise en cohérence des observations, je vous raconte pas l'histoire de Darwin parce que c'est pas le propos aujourd'hui, mais sachez qu'il n'a pas, ça n'a pas été quelque chose de, c'est pas un eureka, ce n'est pas un eureka qui s'est produit en un instant. Il y a eu vraiment un temps d'élaboration pour cette idée majeure que je vais vous exposer dans un instant. Alors cette idée, quelle est-elle? Et franchement, là, je vais vous prendre l'évolution au plus simple, au plus basique. Pas besoin d'ADN. Pas besoin de connaître la cellule. Vraiment, comment Darwin a-t-il pensé le changement dans les espèces? Eh bien, pour penser le changement dans les espèces, il suffit de constater, donc on est bien en sciences naturelles là, on essaye d'expliquer avec des règles relevant de la nature ou des lois de la nature ce qui se passe dans la nature. En première instance, si vous voulez, en première approximation, le monde extra-naturel, tout ce que l'homme peut imaginer sur un monde qui ne serait pas du monde de la nature, n'interfère pas ici. Là, on explique la nature à partir de la nature. C'est le rôle des sciences, d'ailleurs. Et comme Darwin se comporte comme scientifique, il commence par faire des constats de ce qui se passe dans le monde naturel. Premier constat, parmi les individus qui se reproduisent entre eux, ce qu'on appelle une communauté de reproduction, des individus qui se reproduisent entre eux et qui font de la descendance fertile, eh bien, il y a de la différence entre les individus. Il y a ce qu'on appelle de la variabilité. Il n'y a pas 2 personnes dans cette pièce qui ont le même visage. Déjà ça, c'est de la variabilité. Il n'y a pas 2 visages identiques, sauf pour des jumeaux, vrai. Ça veut dire que dans les populations naturelles, parmi les individus qui font de la descendance fertile, il y a de la variabilité. D'où vient cette variabilité? Comment se fait-il que nous soyons tous avec des visages différents? Eh bien, ça vient du fait que, simplement, le vivant, pour les scientifiques, le vivant est matériel, et ce matériel est altéré. Altéré, ça veut dire modifié. Il y a plein de petits aspects de notre vie biologique qui se modifient sans que nous le voulions, sans que nous le sachions, et sans, d'ailleurs, en toute ignorance même des conséquences que ça peut avoir. Le vivant change, il n'est pas stable. Et ça, le premier constat qu'on doit faire, c'est que y a des chats blancs, des chats noirs, des chats roux, des chats à poils ras, des chats à poils longs. Il y a une aptitude naturelle des êtres vivants qui se reproduisent entre eux à varier. Alors, Darwin n'a pas les mécanismes de la variation. Il ne connaît pas, par exemple, la mutation génétique. Il n'a pas ça en tête, mais il n'y a pas besoin de ça pour comprendre le raisonnement, en fait. Il suffit de constater que ça varie. Deuxième constat, Darwin se rend compte que cette variation, eh bien, elle se laisse manipuler. Il se renseigne auprès des horticulteurs, auprès des éleveurs, et il voit que les éleveurs et les horticulteurs peuvent, en dirigeant les croisements, emmener une espèce là où peut-être elle ne serait jamais allée, entre guillemets. C'est-à-dire, on utilise la variation pour changer le physique des êtres vivants. En 11 000 ans, l'homme a fait du loup à teckel. Ça n'a pas beaucoup de temps finalement. Par des croisements plus ou moins sélectifs, eh bien, on voit que le corps biologique est plastique. Il est plastique, il peut changer. Et les horticulteurs et les éleveurs donc, le font allègrement en sélectionnant des plantes cultivées rentables pour notre alimentation, mais en sélectionnant des bactéries pour faire fabriquer par exemple des médicaments à des bactéries ou par ailleurs pour les animaux, comme vous le savez, les races des éleveurs qui sont conformes à nos besoins.
aptitude naturelle à être sélectionné. Donc ce qui est dans la nature, s'il suffit d'attraper dans la nature une espèce et puis, en quelque sorte, choisir les géniteurs pour faire la génération suivante et changer la génération suivante ou les générations suivantes, ça veut dire que cette variation, elle se laisse sélectionner. Potentiellement, elle se laisse sélectionner. Ce qui est intéressant et ce qui est important d'ailleurs entre ces deux constats, c'est que ce qui est intéressant en termes d'évolution, c'est que il faut, pour que votre trait qui varie, pour qu'il puisse, se laisser sélectionner, il faut qu'il soit transmis, il faut qu'il soit héritable. Et donc l'évolution va beaucoup travailler sur les traits héritables, ceux qui sont légués à la descendance. Il y a des traits qui ne sont pas héritables. Vous coupez les oreilles des boxers, par exemple. Vous savez, ces chiens-là, qui on coupe les oreilles génération après génération, la génération d'après, le boxer, il renaît avec les longues oreilles. Vous pouvez vous faire des piercings, des tatouages, des trous dans les oreilles, je ne sais pas ce que vous voulez, ça ne passera pas à la génération suivante. Tout ce qui altère le corps physique ne passe pas à la génération suivante, seulement certaines altérations passeront à la génération suivante. Et on le sait, on connaît évidemment les mécanismes depuis, Darwin ne les connaissait pas, mais depuis on connaît mieux les mécanismes qui régissent cette passation d'une génération à une autre. La question de Charles Darwin, c'est comment expliquer que dans la nature on arrive à percevoir des communautés de reproduction stables, dissociées des autres. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y a des chats, comment se fait-il qu'il y a des tigres, il y a des léopards, et il n'y a pas de machin intermédiaire entre un tigre et un léopard. Il n'y a pas de machin intermédiaire entre un tigre et un chat. Les tigres ressemblent aux tigres, les tigres font des petits avec les tigres, les lions ressemblent aux lions, les lions font des petits avec les lions, etc. Les léopards font des petits avec les léopards. Il n'y a pas d'entre-deux. Et donc ces communautés de reproduction qu'on appelle les espèces, on a l'impression qu'elles se ressemblent plus entre elles, enfin elles se ressemblent plus en elles-mêmes qu'elles ne se ressemblent entre elles. D'où vient cet ordre apparent dans la nature? Et donc, la question fondamentale, elle est là. D'où vient ce qu'on appelle l'espèce? Il n'y a pas que Darwin qui s'est posé cette question-là, bien sûr. Il y en a d'autres avant lui, Lamarck, et puis même Linné au début du XVIIIe siècle. Laissons les noms de côté pour l'instant. La question, c'est d'où viennent ces discontinuités apparentes, cet ordre apparent? D'où vient le fait que les organes semblent distribués de manière organisée? Comment se fait-il que tout ce qui a doigt a déjà membre? Il n'y a pas de doigt qui se balade dans la nature sans qu'il y ait un membre en amont. Comment se fait-il tout ce qui a membre a déjà vertèbres? Il n'y a pas ceux qui ont les membres ont déjà tous les vertèbres. Il n'y a pas de membres chez un animal qui n'aurait pas déjà des vertèbres. Comment se fait-il que tout ce qui a vertèbres a déjà crâne? Il n'y a pas d'animal qui ait des vertèbres et pas le crâne. Il y a un emboîtement dans la distribution des organes. D'où vient cet emboîtement? Il y a un ordre apparent, et c'est sur cet ordre apparent que les naturalistes s'interrogent depuis au moins 2 siècles avant Darwin. Donc, des questions de fond sur l'origine de la distribution de la nature et de son organisation apparente. La question, pour répondre à la question d'où viennent les communautés de reproduction qui ont l'air stables, la question c'est, mais y a-t-il un agent dans la nature, ou y a-t-il des agents dans la nature qui agiraient comme le font les horticulteurs ou les éleveurs, qui nous prouvent que la variabilité se laisse sélectionner de toute façon? Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'observations pour prendre ce fait comme un fait premier. Il y a de la variation et elle se laisse sélectionner. Alors, on va bientôt arriver à la réponse. C'est, y a-t-il de la sélection dans la nature qui explique que, en quelque sorte, les communautés de reproduction restent stables et donnent cet ordre apparent? Alors, la troisième aptitude, c'est le troisième constat, donc, c'est que les espèces, on sait qu'elles ont la capacité à surpeupler si on les laisse faire, enfin, si on leur donne, si les espèces ont de la ressource en nourriture, de l'espace et, on va dire, un habitat qui leur convient, elles sont capables de faire des petits jusqu'à arriver aux limites de l'environnement. Et ça, comment le sait-on? Eh bien, au XIXe siècle, vous le savez certainement, les bateaux européens voyagent beaucoup, traversent le monde, traversent les continents, emmènent à leur bord des blattes, des souris, des rats, des chats, des chiens, des chèvres, des pigeons, tout ce que vous voulez.
les Européens exportent leur faune, sans tout à fait le vouloir parfois, sur d'autres continents, ou sur même des îles. Et ce qui se passe sur les îles en particulier, parce que c'est là que les effets sont les plus spectaculaires, soit l'espèce nouvelle qui arrive sur l'île s'éteint tout de suite parce qu'elle ne s'acclimate pas, soit au contraire elle pullule. Alors les cas de pullulation ont intéressé Charles Darwin. Elle pullule, mais elle pullule jusqu'à créer une catastrophe écologique. Alors bien après Darwin, il y a eu le cas par exemple des lapins en Australie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais des Européens ont amené des lapins en Australie. En Australie, je vous rappelle, la faune, elle n'est pas du tout, elle ressemble pas à la faune des mammifères d'Europe. Hein. La faune des mammifères d'Australie, c'est ce qu'on appelle les marsupiaux, les kangourous, la poche devant. Bon, il y a toute une faune de marsupiaux, rentrons pas dans les détails. C'est une faune très particulière. Cette faune a été partiellement menacée par l'arrivée du lapin, qui s'est mis à pulluler à un tel point qu'il a fallu importer une maladie spécifique du lapin pour éradiquer le lapin de l'Australie, qui était en train de faire une catastrophe. Bref, les espèces sont capables de surpeupler, de pulluler. Elles ont ça en potentiel. Or, ce que voit Darwin quand il fait son voyage, il se souvient bien d'avoir visité les forêts du Brésil notamment. Et que voit-il? Moins le milieu est perturbé par l'homme, plus le milieu est riche en espèces. C'est paradoxal. Chacune est capable de surpeupler. Or, dans la nature, quand on arrive, qu'on voit un milieu où l'homme n'a pas semé la zizanie, si vous voulez, la forêt tropicale brésilienne par exemple, eh bien, on voit une coexistence de milliers d'espèces entre elles. Bien que chacune ait le potentiel à la surpopulation, on le sait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une déduction qui est faite chez Charles Darwin, c'est que si chacune ne pullule pas, c'est qu'elle est contenue par les autres. Elle est contenue par les facteurs du milieu. Elle est contenue tout simplement par l'humidité, l'ensoleillement, la nature du sol, le voisin, l'espèce voisine, le prédateur qui est présent, etc. Donc, ces équilibres-là, ils sont le fruit d'une coexistence pacifique, enfin pacifique entre guillemets, mais si vous voulez, d'une coexistence qui fait que chaque espèce, malgré son potentiel à faire des petits, à plus en savoir quoi faire, elle est contenue dans ce potentiel. Et c'est justement là que réside le facteur sélectif. La sélection dans la nature n'est pas volontaire, il n'y a pas de volonté, simplement c'est le milieu qui va régir les équilibres entre les variants qui vont faire entre les variants dont certains vont faire beaucoup de petits et d'autres moins. Chaque espèce est le facteur donc de sélection à l'égard de chacune des autres, et par voie d'extension aussi les facteurs du milieu, température, je les ai déjà cités, ensoleillement, etc. Donc chaque espèce est le fruit de ce qui est toléré dans un environnement donné à un moment donné par des facteurs biologiques ou non biologiques. C'est une sélection qu'on va qualifier de naturelle parce qu'en fait, naturel, ça traduit que ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'une volonté d'un éleveur ou d'un horticulteur. Ça se fait tout seul. Comment ça se fait tout seul? Voilà un exemple de sélection naturelle. Vous avez de la variation, des scarabées verts et des scarabées jaunes. Un animal se nourrit des scarabées. Il ne voit pas très bien le jaune. Sur le fond sur lequel on trouve ces scarabées, il mange les verts. Le variant vert va avoir une fréquence qui va baisser dans la population. Le variant jaune, lui, va se maintenir en faisant des petits. À la génération d'après, alors si la couleur de l'élytre ici est un trait héritable, je vous ai dit qu'en termes d'évolution, ce sont les traits héritables qui sont importants. Le trait héritable est héritable, donc à la génération suivante, il y aura un peu plus de jaune que de vert. Et puis si vous continuez de génération en génération comme cela, les jaunes vont finir par disparaître de la population. Les verts. Les verts vont finir par disparaître. Il n'y aura plus que des jaunes. Quelques générations plus tard, il n'y aura plus que des jaunes. Le variant jaune va prendre le dessus en termes de... Quand je dis va prendre le dessus, comprenez-moi bien, en termes démographiques, en termes de nombre d'individus. Mais attention, l'histoire ne se termine pas. Que vous ai-je dit tout à l'heure? Que le vivant est toujours altéré. Il y a de la modification qui arrive tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, il va y avoir des rouges, là, et que ça va recommencer. Ça ne s'arrête pas, hein. Une fois qu'on arrive là, la couleur va changer encore, pour des raisons qu'on ignore, mais, si vous voulez, selon les conditions du milieu, on ne peut pas prévoir quelle est la couleur qui va rester un certain temps dans la population.
Il n'y a pas de fin, c'est un processus infini, et il n'y a pas de fin au sens, il n'y a pas de finalité. C'est-à-dire que c'est le milieu, dans le hasard de ce qui se passe, qui va régir quels sont les variants qui empruntent le chemin de la prospérité, puis quels sont les variants qui vont s'éteindre. Et cela, ce n'est pas prévu à l'avance. Alors ça, c'est peut-être le premier scandale, on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'en proposant un mécanisme naturel du changement dans l'espèce, selon les modalités que je viens de citer, c'est-à-dire en fait sans finalité, des publics reçoivent ce discours non pas comme un discours scientifique neutre du point de vue des valeurs et de la métaphysique, de ce qui est au-delà du monde naturel. Ils ne reçoivent pas ce discours comme un discours neutre, mais ils le reçoivent comme un discours à prendre dans le champ, justement, de la philosophie. Et là, c'est mal reçu parce qu'on aimerait bien que les sciences nous rassurent. Et quand on nous dit que le milieu naturel n'a pas de destin, ça ne nous rassure pas. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le travail des scientifiques que de vous rassurer. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Le rôle des scientifiques en tant que communauté professionnelle n'est pas de délivrer un espoir. Le rôle des scientifiques est de décrire rationnellement le monde naturel. C'est ça le contrat. Donc ne faisons pas dire aux sciences ce qu'elles n'ont pas à dire. Ce n'est pas aux sciences de rassurer nos concitoyens. Les sciences sont là pour vous dire qu'est-ce qui est et comment on comprend rationnellement le monde naturel. Se rassurer, c'est une autre fonction qui a lieu ailleurs, mais pas dans les sciences en tout cas. Alors, pour revenir à notre petit mécanisme, la sélection naturelle, c'est tout bêtement un différentiel de reproduction entre variants. La nature varie, et parmi les individus, il y en a qui sont momentanément avantagés dans le milieu, mais je vous rappelle que s'ils sont, je dis bien momentanément, ça veut dire que demain le milieu peut changer, et oui, les milieux changent. Et c'est pour ça que ce n'est pas prédictible. Les milieux changent, et donc celui qui est avantagé à un moment donné peut ne plus l'être dans 100 ans ou dans 300 ans, et la balance peut passer à d'autres variants. Enfin bref, rien n'est prévisible. Donc, si vous lisez les médias, on vous propose la sélection naturelle comme une lutte interindividuelle entre individus, la lutte pour la vie, la lutte pour les ressources, les individus sont en compétition, c'est ce qu'on vous raconte. C'est vrai dans une certaine mesure, mais surtout c'est incomplet. Parce qu'il y a plein de façons, réfléchissez-y un moment, il y a plein de façons pour une espèce animale ou pour une famille animale de faire plein de petits à la génération suivante. D'accord, la compétition interindividuelle, capter plus de ressources, d'accord, ça peut marcher. Oui, c'est vrai, si vous captez plus de ressources, si vous mangez mieux, une santé plus prospère, vous ferez plus de petits, et puis vous vivrez assez longtemps pour en faire suffisamment des petits pour que vos traits héritables passent dans la génération suivante et puis celle d'après. Mais ça n'est pas suffisant. Et retenez toujours cela, méfiez-vous des discours, en particulier qui viennent du monde de l'économie. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin si je sais pourquoi, mais je fais le malin. Il y a des discours qui consistent à dire, quand on entend Darwin, on se dit, lutte pour la vie, et il faut absolument que vous soyez tous en compétition les uns contre les autres, tant vous tapez dessus, et c'est le plus fort qui a gagné. L'évolution, ça n'est pas ça. L'évolution, ça n'est pas ça. L'évolution, je vous ai dit, c'est une affaire de réussite reproductive différentielle entre variants, mais il y a plein de façons de réussir. Il n'y a pas que la compétition. Alors regardez, quoi d'autre? Échapper aux prédateurs. Mais oui, vous allez faire plus de petits si vous échappez aux prédateurs. Et là, vous avez l'origine du mimétisme. Connaissez-vous ce que c'est que le mimétisme? Avez-vous déjà vu ces fourmis ou ces papillons qui ressemblent à des feuilles? Eh bien, c'est un phénomène naturel qu'il faut expliquer. Une ressemblance tellement forte avec des feuilles qu'on se demande comment c'est possible. Eh bien, petit à petit, génération après génération, vous avez accumulé des changements qui renforcent la ressemblance entre l'insecte et le support sur lequel il vit. Et donc vous faites plus de petits parce que les prédateurs, ils voient pas celui qui ressemble, et ils bouffent ceux qui ressemblent pas. Enfin, je vous le fais vite, mais comprenez-le comme ça. L'origine du mimétisme, c'est que vous passez mieux vos traits héritables à la génération suivante. Se reproduire plus, mais bien sûr, si vous êtes plus attractif sexuellement, vous allez faire plus de petits. Et il y a un type de sélection naturelle qu'on appelle la sélection sexuelle. Et Charles Darwin a fait un livre entier rien que sur la sélection sexuelle. Prenez la queue du paon, par exemple. Le paon, cet oiseau d'Asie, d'origine asiatique. Vous savez qui lorsqu'il ouvre sa roue, présente une façade de plumes très colorée.
Et c'est comme ça que les mâles, face aux femelles, remportent l'adhésion en quelque sorte des femelles pour un accouplement. Il y a des expériences qui ont été faites chez les paons. Il y a des gens qui ont privé les paons de certaines de leurs plumes et sont allés les coller sur les roues d'un paon compétiteur. Et les femelles préfèrent les paons dont les roues sont les plus fournies. Il y a une parade nuptiale préalable à la reproduction chez beaucoup d'animaux. Et beaucoup d'organes doivent se comprendre en biologie, non pas comme des organes efficaces pour échapper aux prédateurs, mais aussi comme des organes qui doivent leur existence à la sélection sexuelle. La queue du paon, je peux vous garantir, pour fuir un prédateur, c'est franchement encombrant. Hein. Derrière vous, vous traînez une longueur de plume qui est supérieure à la longueur de votre corps. Vous pouvez toujours galoper, puis alors pour le vol, je vous dis pas, hein, c'est lourd à traîner. C'est pas franchement une queue. La queue des oiseaux, en général, ça sert quand même de gouvernail. Hein. Chez le paon, pas du tout. Hein, ça gouverne que dalle. Hein. C'est beaucoup trop long. Et donc, vous avez une balance, en quelque sorte, entre une pression de sélection qui va vers plus de reproduction par des organes spectaculaires, mais encombrants, et échapper à ces prédateurs qui exigeraient qu'on n'ait pas une queue aussi longue, mais il y a ce qu'on appelle une balance, c'est-à-dire un compromis. Et il faut penser, le biologiste pense la nature en termes de compromis. Nous ne sommes pas parfaits et il n'y a pas d'organisme vivant parfait. Ça, il faut bien se mettre ça dans le crâne. La perfection n'est pas une notion scientifique. Si je vous parlais de notre corps, je pourrais vous raconter qu'il y a des sacrés compromis. Hein. Par exemple, notre bipédie. Vous pouvez tenir debout sans vous impatienter 3 heures. Et 3 heures debout, c'est déjà difficile. Hein. Au bout de 3 heures, vous avez franchement envie de vous asseoir. Les oiseaux, eux, leur bipédie, il n'y a pas de limite. Ils peuvent dormir debout même. En termes biomécaniques, la bipédie des oiseaux est bien plus efficace que la nôtre. Nous, on a une bipédie pourrie. On a la colonne vertébrale qui fait un S, et notre bipédie nous vient de l'époque où on se suspendait aux arbres, la colonne vertébrale verticale. Le répertoire locomoteur de l'ancêtre commun entre nous et le chimpanzé était multiple. Il y avait du vertical, il y avait du 4 pattes, et il y avait du knuckle walking, mais de la brachiation aussi. Notre bipédie vient d'une histoire très compliquée qui fait que elle n'est pas très efficace par rapport à une bipédie d'oiseau. La bipédie des oiseaux, c'est celle du tyrannosaure, je vous rappelle. Hein. Bipédie de vélociraptor, tyrannosaure, les dinosaures bipèdes, théropodes, carnivores, c'est de là que vient la bipédie des oiseaux, et je peux vous dire que ça fait longtemps que la formule a été éprouvée sur le plan biomécanique. Bref, je suis en train de vous dire que la perfection n'est pas un mot de la biologie, c'est un mot qui réside ailleurs, mais les biologistes sont habitués à voir les corps comme des compromis. Le trajet de votre nerf phrénique n'a pas été inventé par un ingénieur. Le nerf qui contrôle les mouvements du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui ventile votre cage thoracique. Si votre diaphragme se bloque, vous mourrez asphyxié. Vous ne pouvez pas ventiler. Vous pouvez respirer. Ah, ça oui, la respiration en tant que réaction chimique, ça marche. Mais pour pouvoir respirer, il faut d'abord pouvoir ventiler les mouvements de la cage thoracique. Si votre diaphragme se bloque, vous ne ventilez plus. Donc vous mourrez. Ce diaphragme est contrôlé par un nerf qui, au lieu d'aller se brancher, si j'avais été ingénieur du corps humain, j'aurais branché le nerf du diaphragme ici, là, juste au niveau de la moelle épinière, au niveau de la vertèbre dorsale qui lui correspond. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Votre nerf phrénique, au lieu d'aller là, il remonte le long de la cage thoracique, il la traverse, il contourne le cœur, il monte dans le cou et il va se nicher au niveau de la moelle épinière, devinez où, au niveau de la première vertèbre cervicale. Ce trajet, c'est du délire. Je veux dire, si vous voulez être efficace, il n'y a pas pire. Vous auriez été efficace, vous l'auriez mis là le trajet. Ben non, il faut remonter ici. Et comme c'est long, ça se bloque, ça s'irrite. Et vous avez quoi? Le hoquet. Le hoquet, c'est pas du tout un trait adaptatif. Le hoquet, c'est votre nerf phrénique qui est irrité sur son trajet et qui vous provoque des spasmes du diaphragme. Ça vient pas du tout d'une cause adaptative ou quoi. Ça nous vient de l'époque. Et encore une fois, c'est un compromis dans le sens où c'est aussi un héritage de l'histoire. Ça vient de l'époque où nous étions, alors je vous le dis vite, des sortes de poissons. Quand vous regardez les carpes ou les tanches ou les truites aujourd'hui, l'équivalent du nerf phrénique, c'est un nerf qui contrôle des blocs musculaires qui sont dans la corbeille branchiale, le système osseux qui soutient les branchies. Ce système branchial et ces muscles qui sont juste en dessous de la tête. Donc vous comprenez bien que ça part de la base de la tête et ça part juste en dessous pour innerver le système branchial. Seulement, ces blocs musculaires, il y a 380 millions d'années, ils se sont séparés du crâne avec la naissance du cou, au niveau de l'évolution des tétrapodes, des animaux à 4 pattes. Et puis,
au fur et à mesure de l'évolution des tétrapodes, la cage thoracique n'a fait que s'éloigner de la tête, et le nerf, il a suivi le trajet évolutif. Le trajet de notre nerf, c'est pas un trajet fonctionnel, c'est l'histoire évolutive qui explique le trajet, et non pas sa fonctionnalité. Donc le corps humain, quand vous le pensez en biologiste, vous pouvez le penser avec toutes ces petites misères, tous ces petits défauts, ces perfections, ces perfections, non, justement non, ces grandeurs dans le sens où elles sont fonctionnelles, il y a bien des choses fonctionnelles, et heureusement, sinon nous ne vivrions pas, mais comment dire, des traits peuvent être très performants et d'autres l'être moins. Vous voyez, c'est une espèce de compromis au niveau de la performance. Alors revenons à nos histoires de comment faire des petits à la génération suivante. Profitez des autres. Ben oui, si vous profitez des autres, vous pouvez faire plus de petits. Et vous avez les parasites. Alors les parasites, vous en avez toute une gamme, vous les connaissez bien. Je suis sûr que vous avez au moins une fois un parasite sur vous. Qui aura le courage de dire quel parasite il a trouvé sur lui un jour dans sa vie? Personne n'a eu de poux? Bah oui, quand on a été à l'école primaire, on a tous eu des poux. Qu'est-ce qu'ils font les poux? Vous n'avez aucun avantage à avoir des poux. Le poux, lui, il tire avantage de vous. Vous le nourrissez, vous l'abritez, vous lui donnez humidité, chaleur et nourriture. C'est ce qu'on appelle du parasitisme. Les puces. Allez, il y en a bien un dans la salle qui a un chien chez lui. Non? Enfin, peu importe, mais bon, les chiens et les chats ont des puces régulièrement, il n'y a pas de problème avec ça. Profitez des autres, il n'y a pas de problème. Coopérer entre espèces. Alors, coopérer entre espèces, vous le vivez tous les jours, mais vous ne vous en rendez pas compte. Coopérer entre espèces. Nous maximisons nos chances de transmission des générations en génération, nos chances de vie finalement, si nous coopérons entre espèces. Alors, vous connaissez dans les coopérations entre espèces toujours l'exemple, vous savez, du Bernard l'ermite qui est allé se loger dans une coquille vide, et puis la coquille, elle sert de support à une anémone de mer, et puis alors pendant que le Bernard l'ermite il travaille l'anémone elle protège le Bernard l'ermite, et puis pendant ce temps-là, l'anémone elle peut manger davantage parce qu'elle traverse plus de milieux. Bref, oublions ça, prenez-vous vous-même. Si vous buvez un verre d'eau de Javel, vous êtes mal. Hein. Savez-vous pourquoi? À part les brûlures. Eh bien, vous hébergez dans votre tube digestif des milliards de cellules qui vivent en symbiose avec vous. Ces cellules ne sont pas des cellules de votre espèce. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale. La flore intestinale, c'est d'abord Escherichia coli, la fameuse bactérie qu'on appelle le colibacille, mais vous avez 400 espèces de bactéries dans votre tube digestif qui vous aident à digérer votre nourriture. Sans ces bactéries, vous ne pourriez pas digérer votre nourriture. Qu'est-ce qui peut se passer de grave si vous buvez par exemple de l'eau distillée? Pas de l'eau du robinet, hein, mais de l'eau, ne faites jamais ça, hein, je ne veux pas être responsable d'accident. Mais l'eau distillée qu'on utilise à mettre dans le fer à repasser, c'est une eau qui est tellement pure qu'elle fait éclater les cellules qui sont présentes dans votre intestin, et donc vous détruisez votre faune, enfin votre flore, peu importe. Vous détruisez vos organismes avec qui vous vivez, parce que les cellules, quand elles rencontrent l'eau distillée, qu'est-ce qu'elles font? Elles éclatent, hein, pouf. Donc vous chopez ce qu'on appelle la diarrhée, ça c'est sûr, mais pire que ça, si c'est carabiné, vous risquez même de mourir, tout simplement parce que vous détruisez votre flore intestinale. Donc la symbiose, on la vit tous les jours. La coopération entre espèces, c'est tous les tubes digestifs de tous les vertébrés, nous compris, bien sûr. Hein? Encore mieux, prenez vos cellules. Il y a des terminales dans la classe? Beaucoup? Vous avez fait un petit peu... vous avez vu ce qui se passe dans une cellule? Il y a un noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN. D'accord? Mais en dehors du noyau, il y a d'autres choses. Il y a des organites. La cellule, c'est pas qu'un sac de mélasse. Il y a des organites. Et parmi ces organites, il y a les centrales énergétiques. Ah, j'ai entendu le mot. Voilà, mitochondrie. Vous êtes plusieurs à être couronnés. Donc les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules, il faut que vous sachiez que si vous regardez l'ADN qui est à l'intérieur des mitochondries, et qu'on compare cet ADN à d'autres ADN du monde vivant, eh bien, on comprend que cet ADN est d'origine bactérienne. C'est quand même une histoire de fou, c'est que les cellules, les petits organites qui nous servent de centrales énergétiques,
sont d'anciennes bactéries qui se sont agrégées à un hôte, enfin un partenaire qui lui avait un noyau, c'était un eucaryote, et cette histoire s'est passée il y a peut-être quelque chose comme 2 milliards d'années. Bon, alors évidemment, quand il y a symbiose tellement étroite, les deux se modifient, l'autre se modifie, le parasite qui était parasite au début devient symbiote, il se modifie aussi. Les mitochondries ont perdu depuis longtemps certaines de leurs fonctions bactériennes, mais elles ont gardé la trace de leur appartenance aux bactéries dans leur ADN. Et donc nous avons le trait ancestral des bactéries dans nos mitochondries. Les symbioses remportent parfois beaucoup de succès. Ces espèces ont coopéré entre elles et elles ne font maintenant plus qu'une. Coopérer dans l'espèce, et j'en terminerai là sur les 1000 façons de faire plus de petits. La sélection naturelle, ça n'est pas que la lutte entre les individus, ne retenez surtout pas ça. Vous voyez toute la gamme de possibilités, jusqu'au contraire de la lutte interindividuelle. Coopérer dans l'espèce, ça vous fait faire plus de petits la génération suivante. L'entraide, la compassion, le soin porté aux jeunes, le soin porté à ses semblables, le soin porté, quand je dis ses semblables, comprenez-le à différentes échelles, sa famille, mais pas seulement, sa population, son espèce, le soin porté aux semblables, l'origine naturelle de la compassion et de la morale est explicable par les arguments de Charles Darwin lui-même en 1871, lorsqu'il publie ce fameux livre qui s'appelle « La filiation de l'homme », où nous comprenons que l'entraide fait partie des traits qui ont été sélectionnés. Je vous le fais vite, les populations qui pratiquent l'entraide entre eux, entre individus, quel que soit leur degré d'apparentement, les populations qui pratiquent l'entraide font mieux face aux aléas de l'environnement, aux coups durs, aux tuiles qui vous tombent sur la tête, que celles qui ne le pratiquent pas. Et je vous le fais vite là, mais c'est le raisonnement de base, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus riche que ça, en fait, la pensée de Darwin. Beaucoup plus riche que la lutte interindividuelle. On va bientôt en terminer avec le titre du livre dont je vous ai parlé. Le livre s'appelait « L'origine des espèces ». Mais on n'a toujours pas dit d'où vient l'espèce. On a dit, finalement, oui, on l'a un peu dit, je vous l'accorde. Effectivement, ce qui fait que les tigres font des petits avec les tigres et que les léopards font des petits avec les léopards et qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est qu'il y a vous avez compris que c'est les facteurs du milieu qui contiennent le potentiel au changement de l'espèce. Donc c'est le milieu qui contient ces communautés de reproduction, qui font qu'elles ne se mélangent pas. Il n'y a pas que ça tout à fait. Il n'y a pas que ça. Vous voyez, vous avez des individus qui se suivent et qui ne se ressemblent pas tout à fait. Les petites boules sont des individus. Ils font des petits entre eux. Les générations se suivent et se ressemblent, mais pas complètement. Il y a un peu de changement parce que, de toute façon, le vivant, il est altéré en permanence. Nous ne cessons de nous altérer. Déjà, dans notre vie personnelle, il y a une altération. Je vous rappelle que si vous ne vous altériez pas, vous ne vieilliriez pas. Le vieillissement est déjà la preuve matérielle de l'altération du vivant. Le fait que le vivant ne soit pas stable, vous le vivez tous les jours, enfin pas encore, mais que vous aurez passé mon âge, vous le vivrez peut-être un jour. Je ne suis pas encore là, j'ai encore la forme, mais le vieillissement est une façon de prouver l'altération de nos corps biologiques. Mais ça, c'est vrai aussi pour les traits, tous les traits, ceux qu'on est en mesure de passer à la génération suivante. Ceux qui s'altèrent et qui sont héritables, nous les transmettons altérés. Donc, le vivant n'est pas stable, il s'altère. Et puis, de temps en temps, ce grand fleuve de génération-là, de temps en temps, il est coupé. Il est coupé, ce grand fleuve, parce qu'il y a des obstacles. Ça, c'est amusant. Vous avez ici des événements qui séparent les flux de génération. Exemple, les Portugais ont amené des souris sur l'île de Madère il y a 500 ans. Les souris étaient à bord des bateaux et elles se sont installées sur cette île de l'océan Atlantique qu'on appelle l'île de Madère. Mais ces souris n'aiment pas les montagnes. Il fait trop froid, elles préfèrent les vallées. Donc elles ne s'installent pas du tout dans les montagnes, elles s'installent bien dans les vallées. Et cette île est constituée précisément de vallées profondes entrecoupées de hautes montagnes. Que se passe-t-il ? Eh bien, les montagnes ont fait office de barrière. Elles se sont reproduites entre elles dans les vallées, sans connexion entre elles à travers les montagnes.
Ce qui s'est passé, c'est que dans ces petites populations de souris, il y a eu ce qu'on appelle des altérations. Je vous parle d'altération depuis tout à l'heure. Le vivant n'est pas stable, il est modifié tout le temps. Les modifications ont eu lieu, là, pour le coup, sur les formules chromosomiques. Les chromosomes, vous savez, ces petits bâtons constitués d'ADN et de protéines. Ces chromosomes ont été modifiés dans leur forme de manière aléatoire. Et il s'est produit que ça a fait des formules viables, tant que ces formules viables restaient à se reproduire entre elles. Et puis, c'est comme les populations étaient petites, ces formules bizarres ont atteint une fréquence de 100% sans qu'il y ait besoin de beaucoup de temps, ni même d'ailleurs de facteurs avantageux. Et puis on a eu des souris qui sont devenues bizarres sur le plan chromosomique dans une vallée, et puis bizarres dans une autre. Seulement, quand les gens ont regardé aujourd'hui l'origine génétique de ces souris, il est clair que c'est une origine portugaise. C'est-à-dire que ces souris sont, du point de vue de l'apparentement, sont très bien apparentées aux souris portugaises. Par contre, quand on regarde leur formule chromosomique, on s'aperçoit que d'une vallée à l'autre, elles ne peuvent plus faire de petits ensemble. Parce que les formules chromosomiques elles sont compatibles dans une vallée, mais incompatibles entre vallées. Voyez ? Ce que ça raconte, cette histoire, c'est que si l'obstacle se maintient suffisamment longtemps, on finit par ne plus pouvoir faire de petits entre soi. Alors que nous pouvions hier, nous ne pourrons plus aujourd'hui et nous ne pourrons plus demain. Eh bien là, vous voyez, vous avez eu la naissance progressive de ce qu'on appelle une barrière à la reproduction. Alors, n'imaginez pas que c'est des choses qui ne soient pas accessibles expérimentalement. On le fait avec des bactéries en laboratoire parce que le temps de génération est très court, 20 minutes. Donc là, vous pouvez voir l'évolution se faire. Et puis, je vous rappelle que l'homme, de temps en temps, provoque des choses comme ça, sans le savoir. À Londres, vous avez des gens qui ont construit un métro il y a 100 ans. Vous aviez à Londres des moustiques, comme chez nous. Les moustiques vous piquent. Vous connaissez les moustiques, Culex pipien, ce petit moustique qui nous pique, là. Eh bien, dans ces moustiques, il y a de la variation. Il y en a qui aiment bien les climats très chauds et qui ne supportent pas l'humidité ni l'hiver. Et il y en a qui supportent un peu mieux l'humidité et l'hiver. Quand vous êtes en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, le variant qui ne supporte pas l'hiver est à fréquence haute, mais plus vous montez vers l'Europe, le variant qui n'aime pas l'hiver a une fréquence qui baisse. Et en Europe, il est à fréquence basse. Seulement, que s'est-il passé à Londres ? C'est que les Anglais ont construit un métro. Le variant du moustique qui n'aime pas la pause hivernale et qui n'aime pas le froid n'a pas pu résister, on va dire, aux conditions de l'extérieur. Il est quasiment absent des conditions de l'extérieur, mais il s'est installé au début à fréquence basse dans le métro. Pourquoi dans le métro ? Dans le métro, vous avez la bouffe à gogo, les souris, les rats, les hommes aux heures de pointe qui se font piquer, vous voyez, c'est fait. La bouffe pour une femelle de moustique dans le métro, c'est très bien. Vous avez les flaques d'eau pour la reproduction, vous savez que les moustiques pondent dans l'eau, l'humidité, la température régulée, relativement constante, donc pas de pause hivernale. Le variant qui aime le chaud s'est installé dans le métro de Londres il y a plus de 50 ans. Eh bien, il a fait sa vie là-dedans, et il ne communique plus avec le variant normal, celui qu'on connaît ici, celui de la surface, de la ville. Le moustique de la ville et le moustique underground, si vous voulez. Et donc ces moustiques ne communiquent plus entre eux. Aujourd'hui, quel résultat a-t-on sur le plan génétique ? Eh bien, les deux moustiques sont devenus impossibles à reproduire entre eux. Depuis 75 ans, ils ont accumulé des changements, ce qui fait qu'en laboratoire, les gens ont essayé de les croiser, je ne vais pas vous dire de force, mais presque, impossible de faire de la descendance fertile avec ces deux moustiques. Le moustique du métro de Londres est plus proche, vous prenez une station londonienne, le moustique est plus apparenté à son homologue qui est à 30 km de là sous terre, parce que le métro n'arrête pas d'homogénéiser les populations. Et il y a même un bloc génétique de la ligne A, un bloc génétique de la ligne B. Oui. Les moustiques s'homogénéisent sur le plan génétique en fonction des lignes de métro. Voyez. Donc les barrières, elles sont là, les lignes de métro font des barrières, et le moustique du métro ne communique plus avec le moustique du dessus. On a fait, en moins de 75 ans, on a fait une nouvelle espèce. Alors, sans l'avoir voulu, bien sûr. Mais on sait que ce Culex molestus, nouveau nom d'espèce qu'on a donné à ce moustique du métro londonien, est un ancien variant, par apparentement génétique, on voit bien que c'est un ancien variant du Culex pipiens que l'on connaît aujourd'hui. Bref, ces histoires-là ne sont pas des histoires qui demandent toujours des millions d'années. Oui, ça peut demander des millions d'années chez des espèces dont le temps de génération est long, mais chez des espèces dont le temps de génération est court, comme des souris, 3 mois,
4 mois peut-être. Et les moustiques, pas longs non plus, bah, vous pouvez faire des choses très, très rapidement comme ça. Alors on en termine avec l'espèce. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Bah, finalement, j'ai envie de vous dire, quand vous regardez la nature dans le temps d'aujourd'hui, vous avez l'impression de voir des communautés de reproduction bien séparées. Mais quand vous regardez dans la profondeur du temps, et c'est ce qui se passe ici, là il y a le passé, là il y a le présent. Quand vous regardez dans la profondeur du temps, bah, ces communautés de reproduction, elles se joignent entre elles. C'est ce qu'on voit avec les moustiques, c'est ce qu'on voit avec les souris, c'est ce qu'on voit avec plein de choses. Ces communautés se rejoignent entre elles, et finalement, vos générations, c'est ce qu'on appelle un phénomène continu. Vos générations, de manière continue, changent légèrement, mais attendez, quand il y a une nouvelle espèce, il n'y a pas de drapeau qui sort dans la nature, là. Ch'ting, nouvelle espèce, venez voir. Non. C'est pas dit nulle part, c'est écrit nulle part. L'espèce n'est écrite sur aucun animal. L'espèce, c'est une convention de langage. Nous avons besoin de poser sur un phénomène qui est continu des conventions de langage, sinon on n'arriverait pas à parler de la nature. Vous ne pouvez pas donner un prénom à toutes les punaises ou puces qui se promènent dans la prairie, là. Vous ne pouvez pas donner un prénom à chaque pigeon qui passe. Vous avez besoin d'un mot de portée générale qui spécifie de quoi on parle en termes de communauté de reproduction dans la nature. Et donc, vous voyez que ces communautés de reproduction, à nos yeux, nous semblent discontinues, mais dans la profondeur du temps, elle est continue. Et on va projeter là-dessus, hop, une bulle, on va dire, bah, par convention, on va appeler de la même espèce les individus qui font des petits ensembles depuis un point de rupture du flux de génération jusqu'au prochain point de rupture. Et ça, c'est conventionnel. Ça, retenez-le, c'est conventionnel. Quand les gens vous disent « on n'a jamais vu d'espèces apparaître », bah, c'est normal, les espèces, c'est nous qui les faisons. Et alors, si vous voulez dire par là, on n'a jamais vu de barrières à la reproduction apparaître, ceci est faux. Des barrières de reproduction, on en a vu plein de fois apparaître dans le temps expérimental, dans le temps humain, on l'a vu plein de fois apparaître, et d'ailleurs c'est ce qui nous donne des bons modèles pour penser l'évolution. Donc l'espèce, l'origine de l'espèce chez Darwin, c'est une origine, j'ose pas dire un gros mot trop sophistiqué, mais l'origine elle est d'abord à chercher en nous, dans nos modalités d'appréhension du vivant. Alors allez, je vous dis le gros mot. Pour Darwin, l'origine de l'espèce, elle est épistémologique, c'est-à-dire épistémologique, et ça veut dire, c'est la mécanique des sciences en fait, l'épistémologie. L'origine de l'espèce, elle est d'abord à trouver dans les moyens qu'on met en œuvre pour rendre rationnelle la nature. Voilà, alors j'ai commencé à écart, on a dit 3/4 d'heure. Alors sur des aspects de science, j'y reviendrai dans un instant, parce qu'il y aura peut-être des questions. Mais ce que vous avez déjà compris, c'est que le scandale apparent de l'évolution, je dis bien apparent, il n'y a pas à avoir scandale, dans la mesure où les scientifiques, depuis, on va dire, ça date de la fin du XVIIIe, on va dire, le dernier tiers du XVIIIe. Allez, depuis 200 ans, 250 ans, les scientifiques, collectivement, et dans le monde entier, ont acquis ce qu'on appelle une autonomie politique. C'est-à-dire, on leur a fichu la paix de dire ce qu'il y a à dire sur le monde réel. En échange, les scientifiques n'ont plus eu de volonté de vouloir discourir sur le monde extra-naturel, sur le monde philosophique, sur le monde métaphysique, celui qui est au-delà du physique. Les scientifiques ne sont pas intentionnés sur le plan philosophique, religieux, moral ou politique. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné leur autonomie. C'est quelque chose qui est important à comprendre vis-à-vis de l'évolution. Je vous rappelle que Buffon, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, intendant des Jardins du Roi au XVIIIe siècle, n'était pas seulement un grand homme de science au muséum, enfin ce qui n'était pas encore le muséum aujourd'hui, mais dans mon institution. Il était surtout en train de faire des expériences dans ses forges à Montbard, et il faisait des expériences sur l'âge de la Terre. Et quand je dis des expériences, c'est vraiment des expériences. Il avait un modèle de Terre constitué de différentes matières. Il connaissait le diamètre, il connaissait la composition. On savait déjà que la Terre était ronde à l'époque, donc il portait cette sphère à incandescence, il la chauffait, et il la chauffait tellement fort que la sphère était incandescente, et il laissait refroidir. Il laissait refroidir jusqu'à ce que la croûte de la sphère atteigne une température ambiante. Il connaissait la température à laquelle il avait porté la Terre, il connaissait le temps qu'il fallait à cette sphère pour que sa croûte refroidisse.
connaissez le diamètre, connaissez la composition, une règle de 3, et ça vous donnait quoi? Connaissant le diamètre de notre vraie Terre, et connaissant sa composition, il en calculait un âge pour la Terre. Alors, c'est une attitude expérimentale qui nous paraît normale aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle, ce n'était pas encore tout à fait clair cette affaire. Faire une expérience sur l'âge de la Terre, ça voulait dire être sceptique. Ça voulait dire ne pas s'en référer seulement à ce que dit un texte. Alors, en l'occurrence, le texte là, c'était celui des théologiens de la Sorbonne, donc on était quand même dans un pays catholique. L'âge de la Terre était régi au XVIIIe siècle par les théologiens, on tolérait à la Terre 4000 ans, pas plus. Mais dès la première expérience, Buffon atteint un âge de 75 000 ans. Buffon se fait convoquer à la Sorbonne, et on dit à Buffon, on le somme, on l'intimide politiquement, et on lui dit, vous devez récuser publiquement le résultat de votre expérience. Donc on parle toujours de Galilée, mais je vous rappelle quand même qu'il y a eu des mini-affaires Galilée, même très tard dans le XVIIIe siècle. Buffon est allé devant les théologiens et est allé dire « Ah non, non, c'est des bêtises, croyez pas mon expérience, non, j'y crois pas moi-même, c'est des conneries tout ça ». Mais Buffon n'a pas cru un seul moment ce qu'il a dit aux théologiens, il est retourné à Montbard continuer ses expériences. Donc je vous raconte ça pour vous dire qu'en 1751, les scientifiques n'étaient pas encore tout à fait autonomes dans ce qu'ils ont à dire sur le monde réel. Parce qu'il y avait encore un mélange, si vous voulez, entre le monde physique et le discours sur le monde physique et le discours sur le monde métaphysique. À la fin du XVIIIe siècle, ce discours se sont séparés. Les scientifiques n'ont plus eu, ou si tant est-ce qu'il en est, il l'ait eu, mais il n'a plus été question chez les scientifiques de métaphysique, seulement de physique, et les théologiens disent on va laisser les sciences en paix, nous on régit le monde, une séparation des rôles si vous voulez. Hein. Ce qui vous explique que les scientifiques ne sont pas animés d'une volonté lorsqu'ils donnent des résultats, je ne sais pas, par exemple, je le dirais comme Darwin a eu des problèmes quand il a sorti son livre. Il a eu des problèmes non pas avec les scientifiques, il a eu des problèmes avec les autorités religieuses de son pays. Hein. Enfin, bon, pas des problèmes au sens où Buffon les a eus, on ne l'a pas intimidé, mais il y a eu des contestations très fortes. Ce que je suis en train de vous dire tout simplement, c'est que si je vous dis par exemple que dans la diversité du vivant aujourd'hui, le chimpanzé est le gros frère de l'homme, c'est le plus apparenté à l'homme, ce résultat n'a pas été fait à dessein pour servir une métaphysique quelle qu'elle soit, ni pour en desservir aucune autre. Retenez que les résultats des sciences sont non intentionnés sur le plan métaphysique. Il appartient aux philosophies, aux théologies et aux religions de composer ou pas avec le résultat des sciences, mais les sciences ne produisent rien pour. C'est neutre, c'est posé sur la table et c'est neutre. Arrangez-vous avec ça, comme dirait l'autre. Voilà. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses, parce qu'on avait convenu qu'on mettrait 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure étant quand même si j'ai commencé très tard, je pense qu'il y a suffisamment pour alimenter questions-réponses. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous suggérer, si certains d'entre vous souhaitent poser des questions sur un petit papier, n'hésitez pas à le faire. Je prendrai des questions anonymes si vous souhaitez poser des questions de manière anonyme.